mois de juin, faible inflation, moins de demandeurs d'emploi et à présent, record historique à la bourse de Tel Aviv. Je vous explique pourquoi. Daniel Guggenheim, docteur en économie, vous le connaissez. Comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec lui pour faire le point sur ce qui a buzzé cette semaine dans la presse économique. Et on va commencer par l'inflation qui est faible ce mois-ci. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Effectivement, au mois de juin, l'inflation était de 0,1%, ce qui est relativement faible. Cela nous donne pour les 12 derniers mois, 2,9%. Donc c'est dans l'objectif du gouvernement qui est fixé entre 2 et 3% la stabilité des prix. Et d'ailleurs, on pense que dans les 12 prochains mois, ça sera également ce chiffre-là qui sera en moyenne. On aura une inflation de 2,9%, ce qu'on a eu donc les 12 derniers mois. Alors effectivement, la question s'est posée, est-ce que la Banque d'Israël, vu ce 0,1%, va baisser son taux qu'elle n'a pas fait que depuis le mois de janvier? Et il y a eu une logique comme ça, une pensée comme ça dans les marchés financiers. Pourquoi je vois ça? Parce que avant l'annonce de l'inflation du mois de juin, le shekel s'était énormément renforcé. Le dollar était passé pratiquement sous de 3,60 quand on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps il était à 3,80. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a baissé de 2 agourot. Les gens disent peut-être parce que il y a une pensée que le Banque d'Israël, vu ce bon résultat, peut-être dans les prochains mois acceptera de nouveau de baisser les taux. Mais en fait, on n'en sait rien. C'était une réaction épidermique. Essayons d'analyser, de voir pourquoi c'est 0,1%. Commençons par les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été tellement important? C'est d'abord une baisse très importante de l'essence, moins 4,6%. Et donc, ça a bien entendu joué. On a jonglé entre les augmentations et les diminutions de prix au niveau de la pompe. C'est un peu bizarre. Oui, c'est très bien comme réflexion. C'est dû à deux choses. Parce que dans le monde entier, le pétrole avait augmenté. Là, il a baissé. Et également, le shekel s'est renforcé par rapport au dollar. Ces deux choses-là ont permis une baisse massive des prix de l'essence. Et également, fruits et légumes frais qui ont baissé de moins 2,5%. En vérité, on en avait parlé moins d'un mois d'avant. Quand arrive le début de l'été, alors ça fait les prix très importants. Et souvent, au mois de juin, c'est pour ça que le mois de juin, souvent, est un mois qui n'est pas tellement fort point de vue de l'inflation, parce que il y a ce rattrapage, un bon rattrapage au niveau des fruits et légumes frais. Qu'est-ce qui, au contraire, a augmenté, c'est les voyages à l'étranger, le coût des voyages étrangers 1,3%, et également culture et loisirs 1,2%, et la nourriture 0,3%. Je suppose toujours vous allez me dire que vous avez remarqué quand vous faites des achats, sûrement c'est plus que 0,3%, mais enfin c'est ce que dit en tout cas au niveau statistique, c'est assez important puisque c'est quand même plus que l'inflation habituelle, puisqu'on est à 0,1, là donc c'est triple, mais c'est quand même assez bon. Maintenant, concernant les locations d'appartements, pour les nouveaux locataires, c'est ça qui compte, ça a été plus 4%, c'est assez important, c'est pas comme avant les plus 7%, mais c'est quand même un chiffre important. Et maintenant, quand on parle de location, on parle du problème de la montée des prix de l'immobilier. Et encore une fois, ça ne figure pas dans l'indice, mais c'est une donnée qui est donnée par l'Institut des statistiques, mais avec du retard, parce que il fait ça sur 2 mois. Donc, ce que je vous parle maintenant, faut bien comprendre, c'est des chiffres de avril-mai. Ouais. Mais quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau d'un an, les statistiques disent que les prix de l'immobilier en général ont augmenté de 3,8%, donc ce qui est plus important que l'inflation générale, et que au niveau de 1 mois, de 2 mois de avril-mai par rapport aux 2 mois d'avant, ça a augmenté de 0,8%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'Institut statistique souligne que les appartements neufs, qui jusqu'à maintenant augmentaient beaucoup, ont baissé de 0,5%. Alors, il faut dire également que l'Institut statistique a reconnu qu'il y avait un problème dans les appartements neufs, dans les ventes des appartements neufs, dans les prix proposés au public, j'en ai parlé souvent ici, qu'il y avait une distorsion, c'est-à-dire que les promoteurs avaient, au début de l'année, pour pouvoir vendre leur appartement, il y avait énormément d'appartements en stock, d'ailleurs il y en a plus maintenant, encore plus, et ils faisaient des promotions très importantes au niveau du financement,
Par exemple, de dire, vous avez besoin de me payer que même 10% de l'appartement, des fois même moins. Et en plus, donner des fois des caves et des choses gratuites. Les économistes sont venus chez les statistiques, les économistes de ce secteur, et ont dit, il y a un problème. Alors, ils ont dit qu'à l'avenir, c'est pas encore dans celui-là, ils vont tenir compte également justement de ces promotions financières pour voir vraiment où il en est, point de vue de l'immobilier neuf. Mais pour revenir à nous, qu'est-ce qui s'est passé? On voit, donc c'est avant cette réforme-là, mais quand même, on voit que pour la première fois, depuis longtemps, les prix du neuf diminuent. Par contre, apparemment, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est les prix de ce qu'on appelle en hébreu yachnia, c'est-à-dire des particuliers. Maintenant, il avait plusieurs fois parlé dans cette chronique, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Ce marché de l'immobilier est un marché extrêmement psychologique. Et les gens ont vu, et c'est que les statistiques disaient que les prix remontent. À cause des et donc les particuliers ont toujours un petit train de retard, on va dire. Tout à fait. Et ça s'est allé sur le marché des particuliers, apparemment maintenant, et ça a fait augmenter les prix de façon artificielle, parce qu'en fait, il n'y avait pas cette augmentation au prix du neuf, et apparemment, on voit que ça redescend. Alors, c'est très, très difficile de voir ce qu'il y a à l'avenir. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une marge de négociation, ça, on le dit à ceux qui vont louer des appartements en seconde main, enfin, dans le vieux, il y a toujours une façon de négocier, de payer moins cher. Donc ça, merci pour cette information. On continue avec une bonne info. On se demande comment est-ce possible en temps de guerre. Eh bien, il y a moins de demandeurs d'emploi au mois de juin, donc c'est plutôt réjouissant pour Israël. Tout à fait. Et le directeur général du service de l'emploi a utilisé votre formule. C'est l'économie de guerre. Il dit que la guerre s'éternise et malgré ça, on voit qu'il y a une amélioration progressive et continue et très importante au niveau des demandeurs d'emploi, d'une baisse des demandeurs d'emploi. Elle a été au mois de juin de moins 6,7%. Elle a été générale dans 47% sur 53 métiers qui sont constatés, c'est énorme. Donc la plupart des métiers et spécialement dans ce qui est, et c'est normal, la culture, le bâtiment et la restauration, qui étaient des secteurs qui, au début de la guerre, ou même au milieu, avaient des problèmes. Et maintenant, de plus en plus, il y a cette économie de guerre que les gens se sont habitués. Le secteur, d'ailleurs, où il y a le plus de baisse d'emploi, de point de vue des personnes, c'est le secteur arabe. Moins 9% de demandeurs d'emploi en moins en un mois, c'est important. Et quelle est la catégorie de population où il y a l'amélioration? C'est les gens qui ont entre 35 et 54 ans, c'est là où ça baisse le plus. Quel est le point nord quand même, et ça n'étonnera personne, c'est ce qu'on appelle les endroits frontaliers, là où il y a les guerres. Que là, le chômage a augmenté par rapport au début de la guerre de 210%. Dernière information très importante, et il faut s'en féliciter. Le nombre de personnes qui reçoivent ce qu'on appelle en France le RSA, en hébreu on appelle ça Avtachat Haknasa. C'est des gens donc qui n'ont rien et que l'État veut pas qu'ils aient rien du tout. Leur minimum garanti, on dirait. Ils ont baissé, ils sont maintenant autour de 50 000 personnes qui reçoivent en Israël. Donc il y a moins de gens qui ont besoin de ça, et c'est un des chiffres les meilleurs parmi les 15 dernières années. Non, mais ça fait plutôt plaisir. Alors on continue avec, alors là c'est les plaintes du public, les plaintes des consommateurs, ça a trait au transport en commun. Alors si vous prenez le bus, évidemment, vous avez dû être parfois témoin de scènes un peu houleuses dans les autobus avec les contrôleurs. Et ben apparemment, vous n'êtes pas les seuls puisqu'il y a eu une recrudescence de plaintes, plus de 50% supplémentaires de plaintes par rapport à l'an dernier pour des amendes abusives ou des gens qui ont été sanctionnés à tort. Alors, est-ce que apparemment l'État a entendu la plainte de ces consommateurs ? Alors, effectivement, nous avons parlé souvent de ce sujet dans ces chroniques-là, mais il y a eu cette semaine une commission à la Knesset qui s'appelle Commission des plaintes du public, qui justement a parlé de ce sujet des plaintes du public dans le transport public, des plaintes du public dans le transport public, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont noté? Exactement les chiffres que vous avez cités. Vous avez parlé sur un an de 50%. Eux, ils ont même dit, par rapport à 2020, le Mevek Hamdina, c'est-à-dire la Cour des comptes, a parlé d'une augmentation multipliée par 5 de plaintes. On était à 200, on est à plein temps plus de 1100. Donc, c'est énorme. Et c'est à cause de ce problème-là qu'on est passé de payer de façon, avec le conducteur, à une façon automatique. Maintenant, il faut savoir qu'en 2018, lorsqu'il y a eu la réforme, c'est-à-dire qu'on a décidé que les gens devraient eux-mêmes se faire payer eux-mêmes leur transport. Il y a eu la chose suivante, c'est que
donc on est passé aussi au système de RAVCAV, c'est-à-dire d'un moyen technologique pour payer. Maintenant, lorsque vous achetez ce RAVCAV, vous achetez un contrat, vous faites un contrat avec la compagnie de bus pour un jour, une semaine ou un mois, puisqu'on peut faire ça d'abonnement comme on veut. Bien sûr. Donc, même si vous avez oublié ou pas pu faire passer comme il le demande, oui, parce que même si on a, voilà, pour chaque voyage, on doit repointer, que ce soit dans le bus, quand on change, ou dans le tramway, etc. Il faut remettre sa carte devant l'appareil qui enregistre le paiement. Mais on pourrait se demander justement pourquoi avoir besoin de le faire, puisque de toute façon on a payé au début du mois pour tout le mois de façon illimitée. Et l'idée est que ça permet au service public de savoir qui prend le bus et où, pour savoir s'il y a de la demande. En fait, donc, c'est pas pour vérifier le paiement, c'est plutôt pour avoir une statistique. En fait. Et alors, justement, il avait été décidé par le ministère des Transports qui a fait ce qu'on appelle en hébreu nohal, c'est-à-dire il a fait une réglementation aux compagnies de bus et à ceux qui doivent faire attention, les surveillants, enfin les inspecteurs qui doivent faire attention, les contrôleurs. Et donc il disait que à partir du moment où quelqu'un payait d'avance pour le mois de façon illimitée ou encore une fois quelle que soit la période, même ça peut être à l'année, on ne peut pas lui infliger une amende, puisqu'en vérité, ils n'ont rien perdu, simplement, c'est quelque chose de mieux. On va dire que les contrôleurs, parfois, ont fait des abus de pouvoir. Voilà. Et pourquoi ils l'ont fait ça, d'ailleurs? Ils ont remarqué, c'est parce que les primes qu'ils ont lorsqu'ils reçoivent un salaire, en partie, c'est dû au fait combien ils arrivent à donner des amendes aux gens. Ils se sont certaines fois conduits de façon abusive. Par exemple, ils ont pris des téléphones portables, ils ont arrêté le bus, des choses qui sont Ils ont demandé les Théodat Zéhout, des choses qui sont pas du tout légales. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il a été posé justement tout ce qu'on venait de dire devant cette commission-là. Alors, il a été dit, d'abord, il y a le ministère des Transports qui est venu, qui a dit effectivement, maintenant, il y a une nouvelle réglementation nous sommes en négociation avec les contrôleurs et les compagnies de bus pour en faire, mais pour l'instant, effectivement, c'est ce qui compte en 2018. Quelles sont les choses qui sont programmes qu'on pense faire? Il est d'abord possible que les contrôleurs soient enlevés, ne soient plus payés directement par les compagnies et soient payés par une compagnie différente ou autre et dans ce cas-là, ils ne seraient plus intéressés à ce qui est témoin aux bénéfices, voilà, et aux amendes. Maintenant, ce qui est important, surtout pour le public, un des députés a dit, si c'est comme ça et que ça a été pris en dehors de ce que la loi le permettait, il faut rembourser les gens. Et alors, wait and see, comme je dirais, j'en parle tellement ici d'action en justice collective, il est très possible que un de ces jours vous entendiez. Pour l'instant, j'ai pas vu ça. On n'y est pas, mais peut-être qu'une action collective va avoir lieu et peut-être que les consommateurs pouvoir rembourser des gens qui ont été abusivement punis. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va faire plaisir à tous les utilisateurs des transports en commun. On termine ce matin avec une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, surtout pour ceux qui jouent en bourse, voilà, parce que la bourse israélienne ne s'est jamais aussi bien portée. Pourquoi, Daniel? Racontez-nous tout. Oui, tout à fait. Les indices phares de Tel Aviv, de la bourse de Tel Aviv, sont à un record historique. Ce record historique avait été en 2022, avant l'augmentation massive des taux d'intérêt en Israël et dans le monde entier, qui avait fait baisser les bourses. Et donc, il faut revenir à 2022 pour avoir ordonné ça, pour avoir de nouveau ce chiffre-là. Tel Aviv, 35, c'est les 35 plus grandes sociétés cotées à la bourse de Tel Aviv, qui sont dans plusieurs secteurs bancaires et aussi technologiques, etc., et dont une partie d'ailleurs est cotée aussi en Amérique. Et ça a dépassé les 2070, qui était le chiffre qui a été historiquement à l'époque était le record, comme je l'ai dit, en 2022. Pourquoi d'abord on a ce record? Parce que la chose suivante. D'abord, j'ai parlé que c'est une partie de ces sociétés-là, technologiques, ou même dans la pharmacie comme Teva, étaient aussi cotées en Amérique. Or, malgré des taux d'intérêt importants, on sait qu'à cause de la révolution de l'intelligence artificielle, on a parlé souvent ici de ces sujets-là, les cours en Amérique de la bourse ont été très très importants, ont monté de façon très très importante. Si on voit un an et demi, le SP500, c'est les 500 entreprises américaines, ont augmenté de 45%. La bourse de Tel Aviv, pendant cette période de un an et demi, n'a augmenté que de 15%. Donc on a du retard par rapport à eux. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que depuis le début de la guerre,
ceux qui avaient pas vendu tout de suite, ils ont gagné 30%. Donc, c'était encore par rapport, je veux dire, avant les pertes. Donc, c'était bien. Celui qui avait sagement rien fait du tout, il a 30% plus, ce qui est important pour les 9 mois. Maintenant, je voudrais dire aussi que ça, c'est donc les 35, comme j'ai dit, les plus importants. Il y a aussi le secteur bancaire. Il y a un indice spécial pour ce qu'on appelle les banques les banques qui sont cotées à la bourse de Tel Aviv. Celui-là aussi, il est à un record historique. Maintenant, c'est dû à quoi? Comme nous parlons souvent, le fait que les taux d'intérêt sont très importants, il y a des super profits dans les banques et on voit pas tellement comment ça va s'arrêter. Et les gens se disent, si c'est comme ça, il y aura des dividendes, et il y aura des bénéfices, etc. Et donc, on peut continuer à acheter. D'ailleurs, si je le dis, la plupart des économistes en Israël, qui sont même ceux qui sont pas intéressés à ce que vous achetiez, disent que Israël est en retard par rapport à l'ensemble du monde d'à peu près 20%. Et donc, si le problème sécuritaire, comme on pense un peu, va être résolu, il y aura une augmentation très importante à la bourse de Tel Aviv. Donc, les hausses ne sont pas terminées. Maintenant, si je voudrais parler, comme j'ai parlé des banques, je veux dire la chose suivante. Cette semaine, Gafni, qui est le chef de la commission des finances, a poussé une gueulante, pardon de dire ça, de nouveau, comme il le fait souvent, devant les banquiers, en leur disant la chose suivante. C'est impossible que je vois que les taux de découvert sont à 14%, quand vous, sur les dépôts, vous donnez 3-4%. L'écart est trop important. Vous risquez d'avoir une loi qui va venir vous limiter. Et je voudrais ici lancer un appel parce que je vois souvent des cas que j'ai de Calita. Essayez de ne pas avoir de découvert. Il vaut mieux demander à la banque un prêt. C'est 2 fois moins cher qu'avoir un découvert. Parce que pour la banque, elle dit, après, je sais que je vais le donner. Un découvert, moi, ça m'oblige à rester de l'argent pour rien. C'est eux qui expliquent comme ça. Mais ils savent très bien que les gens ne pensent pas demander un emprunt. Et puis, s'ils ont du découvert, ils disent, c'est pas grave, on aura un peu de découvert. Mais pour eux, c'est très, très important. Et j'ai déjà vu des banques qui disent aux gens, non, tu sais quoi, on va pas te prêter, mais on va te laisser en découvert. Et c'est insupportable parce que ça veut dire que les gens vont payer 2 fois plus fort de cette façon-là que s'ils avaient pris un emprunt. Donc, je fais un appel encore aux gens, d'ailleurs, toujours de venir me consulter et je leur expliquerai les différences. Dernier sujet que je voudrais dire, et c'est très important. La bourse, notre premier but, c'est de financer les entreprises. C'est-à-dire, de permettre au secteur industriel, etc., ou mobilier, quel que soit, de trouver des fonds qui sont moins chers que dans les banques, justement, par rapport au public. Je parle souvent ici des casse-pieds chiclites, c'est-à-dire, encore une fois, ce placement tellement populaire maintenant des SICAV monétaires qui permettent aux gens d'avoir 4,5% et liquide. Eh ben, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que d'un autre côté, les entreprises, parce qu'on a, ces SICAV monétaires ont le droit de, un petit peu jusqu'à 20%, de prêter à des boîtes, ça s'appelle des papiers commerciaux, en hébreu Noam, peu importe, et à ce moment-là, ils font ça pour avoir un peu plus que la Banque d'Israël, que le taux de la Banque d'Israël. Et il y a maintenant une explosion d'entreprises qui viennent justement sur le marché financier en proposant à ces cranotes caspiotes, donc à ces SICAV monétaires, ces papiers qui sont tout à fait sûrs de boîtes très très importantes, qui leur permettent à eux d'être financés moins cher que par les banques normales, et à ces SICAV monétaires d'avoir un rendement un peu supérieur à celle du Banque d'Israël. Décidément, vous aviez raison, Daniel. Vive les casse-pites. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.